Situation toujours confuse au Burkina Faso. Tout est allé très vite ce jeudi. Les manifestants contre la modification de l'article 37 ont eu gain de cause après avoir pris d'assaut l'Assemblée nationale et la télévision. Aux dernières nouvelles, l'armée aurait annoncé l'instauration d'une transition de 12 mois, un couvre-feu et la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Maladie à virus Ebola, situation toujours calme à Kaye environ. Une de nos équipes de reportage était à Diboli, à la frontière avec le Sénégal. Les populations vaquent normalement à leur occupation tout en observant les consignes dictées par les agents de santé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en session ordinaire sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. C'était cet après-midi à Koulba. Nous vous donnerons lecture du communiqué au cours de ce journal. Situation trouble donc au Burkina Faso. Après une journée de manifestations sans précédent à Ouagadougou et dans certaines grandes villes du pays, les manifestants ont envahi puis saccagé l'Assemblée nationale, occupé les bâtiments abritant la radio et la télévision nationale en début de journée. On apprend le retrait du projet de révision constitutionnelle. Voyons le fil de l'actualité au Burkina avec Sori Ibrahim Keïta. Le pays des hommes intègres est véritablement en ébullition ce jeudi et tous les ingrédients d'un cocktail explosif y sont réunis. Annonce de dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, d'instauration d'état d'urgence ou de siège. Tout y passe. Interruption des programmes radiodiffusion et télévision, fermeture de l'aéroport, saccage ou incendie des locaux, arrestation et combat tous azimuts. Il n'y a pas de doute, c'est un jeudi de tous les déchaînements au Faso. Flashback. 9h30, la situation est extrêmement tendue déjà devant l'Assemblée nationale. Les manifestants saccagent et incendient tout et se dirige vers la télévision nationale. Les forces de sécurité tentent de les disperser, mais face à leur détermination, elles cèdent le passage. Direction Kossiam, le palais présidentiel. Circulent alors des informations contradictoires. Le chef d'état-major particulier du président serait à ce moment-là entrer dans la danse pour discuter avec les manifestants. Juste avant, les diplomates se rendent au siège de l'opposition pour échanger avec les responsables politiques. L'empereur de Moussi, Mogonaba, s'entretient avec une délégation de l'opposition. C'est alors que des émissaires s'annoncent pour éteindre l'incendie au Faso, notamment ceux de l'ONU, de l'IA et de la CEDEAO. La nuit sera longue, très longue ce soir au Burkina Faso. Tout à fait, Sori, nous suivons donc en côte-goutte les informations qui nous arrivent. On vous l'annonçait hier dans un communiqué du gouvernement. Un sergent-chef français a été tué hier dans le nord du Mali. C'était lors d'une opération des forces françaises contre un groupe armé terroriste dans l'Adrar des Ifogas. Il s'agit d'une opération engagée à proximité d'un repère terroriste. Commentaire de Sidiki Dambélé. Thomas Dupuis, sous-officier de l'armée de l'air qui appartenait au commando parachutiste numéro 10, a été tué hier lors d'une opération des forces françaises contre un groupe armé terroriste dans l'Adrar des Ifora. L'opération discrètement lancée dans la nuit du 28 au 29 octobre dans le massif de Tigargar visait à neutraliser des éléments terroristes avec des avions de chasse et des hélicoptères de combat. Il s'agit donc d'une opération héliportée qui a été engagée à proximité d'un repère terroriste. Sur zone, des combats très violents ont rapidement opposé les éléments français à une trentaine de terroristes lourdement armés, selon des sources françaises. C'est au cours de ces combats que le sergent-chef Thomas Dupuis a été mortellement touché. Un autre militaire français a été blessé. Il a été immédiatement évacué sur l'antenne chirurgicale de Tessalit. Les jours de ce dernier ne sont pas en danger. C'est dans les massifs montagneux des confins du nord du Mali que les groupes djihadistes sont plus actifs ces derniers mois. C'est là qu'ils font circuler leurs convois d'approvisionnement en armes et autres trafics de drogue notamment. Et c'est dans cet environnement que la force française Barkhane, environ 1400 hommes au Mali, a décidé de renforcer son action.
Depuis le début de l'opération Serval, lancée en janvier 2013, puis relayée par l'opération Barkhane, c'est le 10e soldat français qui perd ainsi la vie au Mali. Les casques bleus de la mission des Nations Unies qui ne participent pas à cette opération ne sont pas en reste. 32 soldats de la paix ont déjà été tués dans le nord du Mali. Et le 2 novembre 2013, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux journalistes français, étaient lâchement assassinés ou exécutés à Kidal pour commémorer la date anniversaire de cette tuerie barbare. Leurs confrères maliens ont organisé une journée souvenir. La cérémonie a regroupé la grande famille de la presse nationale et internationale, ainsi que plusieurs autres personnalités. Cheikh Oumar Sangaré. La traditionnelle minute de silence est observée dès l'entame de la cérémonie. À travers cette journée commémorative en souvenir de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les organisateurs entendent immortaliser la mémoire des deux journalistes de RFI lâchement assassinés à Kidal. Les Maliens ont unanimement condamné cet acte odieux et inhumain perpétré sur le territoire national. Nous avons eu la charge, en représentant le président de la République et le gouvernement, en accompagnant les dépouilles à Paris. Et lors de la cérémonie officielle qui a été organisée par RFI, je me souviens très bien que les témoignages étaient assez poignants et sincères des Maliens à l'endroit des familles qui ont été pleurées. Plusieurs personnalités et hommes des médias ont pris part à cette rencontre. L'un des moments forts fut la série de témoignages émouvants des confrères qui demandent que les coupables soient identifiés et punis conformément à la loi. Nous demandons simplement qu'on nous donne le mobile, le visage, les trames de ce crime sans nom. Et ce n'est pas impossible de libérer ces mobiles, ces visages, ces trames, surtout parce que de ne pas savoir nous met tous en sursis. Il faut savoir, parce que nous sommes en colère, nous pouvons savoir, nous devons savoir et nous saurons. La sécurité sociale des journalistes en temps de crise, je pense que c'est vraiment un thème sur lequel nous devons tous réfléchir pour qu'en temps de crise, les journalistes ne soient pas des cibles faciles. Cette journée de souvenirs à Ghislaine Dupont et Claude Verlon illustre non seulement l'amitié franco-malienne, mais aussi et surtout la solidarité entre professionnels des médias. Signature de convention entre la Caisse nationale d'assurance maladie et une dizaine de promoteurs d'établissements privés de santé. Par ces partenariats, le département de la solidarité élargit ainsi la prise de l'assurance maladie obligatoire au secteur privé de la santé. Abdrahman Mega. En apposant sa signature au bas de ce document, Abouakar Keita, promoteur de la clinique Horizon de Bamako, noue désormais un partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie. À travers cette collaboration, les deux parties se mettent d'accord sur la tarification conventionnelle ou préférentielle des prestations de soins de santé. Bouakar Keita n'est pas le seul. Ils sont une dizaine de promoteurs d'établissements du secteur privé de la santé à signer avec la Caisse nationale d'assurance maladie cette convention. Le Conseil national de l'ordre des médecins du Mali réaffirme sa disponibilité à accompagner la CANAM et par ricochet les autorités socio-sanitaires du Mali pour la bonne mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. Cette signature est l'aboutissement d'un long processus entamé par le département de l'action humanitaire avec le secteur privé de la santé. L'objectif visé est de rendre l'assurance maladie obligatoire de plus en plus attractive par l'extension de la prise en charge des assurés. Le conventionnement avec les polycliniques, les cliniques et les cabinets du secteur privé de la santé, tout en étant une réponse à la demande de plus en plus pressante des assurés, permettra aux assurés d'exercer leur libre choix du praticien et des établissements de santé dans le respect de la pyramide sanitaire. Décongestionner les longues files d'attente tout en répondant avec efficacité à la demande de plus en plus croissante des assurés, telle est la finalité recherchée par le département de l'action humanitaire. C'est pourquoi les signataires de la présente convention ont été sélectionnés selon le ministre Konati à travers un certain nombre de critères, notamment l'organisation du service, sa fréquentation, la qualité de ses prestations et le niveau requis du personnel.
Page Ebola à la frontière du Mali avec le Sénégal, à Diboli, c'est le calme et la sérénité face à la maladie à virus Ebola constatée à Kay. Les populations vaquent normalement à leur occupation, mais en observant de façon stricte les consignes dictées par les agents de santé. Envoyés spéciaux, Abdraman Douka Traoré, Abbas Fambougouri Traoré. Ici, à Diboli, depuis quelques mois déjà, les populations ont pris l'habitude, sur les deux côtés de nos États, de veiller aux mesures disciplinaires instruites par le cordon sanitaire. Au niveau du cordon sanitaire, nous avons deux postes. Le premier poste, c'est par rapport à la prise de la température des usagers en provenance de Dakar. Et le deuxième poste, c'est juste à côté là, par rapport à la consultation des éventuels cas d'hyperthermie qu'ils peuvent rencontrer ici. En plus, les vigiles ont renforcé leur verrouillage par un dispositif communicationnel avec une forte implication de Radio Falémé. La Radio Falémé, c'est une radio qui couvre tous les gens, comme le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, depuis le cas du Sénégal. Donc, on donne des informations aux gens, on sensibilise les gens. Ces mesures préventives auront donc permis aux activités économiques de ne pas connaître de ralenti. Il n'y a pas eu d'impact par rapport au mouvement des marchandises. J'ai dit le volume est le même, tant à l'export qu'à l'import. Par rapport aux gros porteurs, les véhicules viennent normalement, ils sont traités normalement. Le volume de trafic n'a pas du tout baissé, compte tenu vraiment de l'assurance et la sécurité des agents sanitaires et de la sécurité. Alors, l'État du Sénégal a eu bien raison de ne pas fermer sa frontière avec notre pays. Je pense que le Sénégal a eu raison de ne pas fermer la frontière. Toutes les mesures sont prises, les dispositions sont prises vraiment pour que le fléau ne soit pas propagé. Et dans une de nos éditions en début de semaine, les agents de santé de Kay avaient présenté des doléances. L'une d'elles a été très vite prise en compte. Il s'agit de la formation des agents de santé sur la prise en charge d'éventuels cas d'Ebola. Plus de 100 agents des 7 cercles de la première région prennent part à cette formation dont les modules sont dispensés par des experts de l'OMS. Yafar Haïdara, compte rendu. Depuis la confirmation du virus à Ebola dans la région de Kay le jeudi 23 octobre dernier, toutes les autorités de notre pays et leurs partenaires techniques et financiers sont à pied d'œuvre pour combattre la maladie. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers la Direction nationale de la santé, en collaboration avec l'OMS, a organisé un atelier de formation des agents de la santé, des centres de santé de référence, des CESCOM des cercles de la région de Kay sur la prise en charge d'éventuels malades. Le Mali a très bien réagi, a gagné la première manche. Il y avait un cas, il l'a diagnostiqué rapidement, il l'a pris en charge. Bon, malheureusement, ce cas est décédé. Mais maintenant, il y a la deuxième manche. Il faut s'assurer que les personnes qui ont été en contact étroit avec ce premier cas soient surveillées, de façon à ce que, si elles développent la maladie, elles soient immédiatement diagnostiquées, isolés et traités. Cette formation des agents de la santé a vu la participation des agents de santé du Sénégal venus pour renforcer leur capacité d'intervention. Ce que je peux vous dire, tous les contacts enregistrés, les contacts directs avec la famille du défunt, avec le défunt, sont isolés au niveau de l'hôpital. Et les autres contacts avec la famille sont suivis journalièrement. La température est prise journalièrement. Il faut rappeler qu'aujourd'hui à Kay, il y a plus de peur que de mal et que la situation est sous contrôle selon les spécialistes. À Sikasso, 75 millions de francs CFA pour appuyer le plan de contingence régionale Ebola. C'est la contribution de certains partenaires de la région. L'annonce a été faite ce matin à la faveur d'une rencontre d'échange et d'information sur la fièvre à virus Ebola avec une présentation du plan de prévention de la région. Sikou Konati. Par la présente rencontre, les autorités de la région de Sikasso veulent mettre l'ensemble des acteurs au même niveau d'information par rapport à la fièvre hémorragique à virus Ebola et soumettre à validation un plan de contingence régionale Ebola. Plan qui vise à prévenir la survenue de l'épidémie en région de Sikasso. Nous avons le premier axe qui concerne la communication et la mobilisation sociale par rapport à cette maladie. Et le deuxième axe, c'est la formation. On l'a dit, la formation des agents
mais la formation de tout le monde. Le troisième axe, c'est l'équipement. L'équipement qu'il faut pour lutter contre cette maladie. Le quatrième axe, c'est les intrants. Pour mettre en œuvre le présent plan de riposte, la région devra mobiliser un peu plus de 3 milliards de francs CFA, d'où la nécessité d'obtenir l'appui de tous les partenaires. Les gens ont apprécié le plan que nous avons élaboré, qui va de Sikasso jusque dans les villages, en passant par les communes et les cercles. Donc je pense que c'est la contribution de tout le monde à l'exécution de ce plan que nous avons surtout demandé. Un appel auquel l'UNICEF apportera une réponse immédiate avec une annonce de $50 000, soit plus de 25 millions de francs CFA pour la mobilisation sociale, et Save the Children d'apporter à son tour 57 millions pour assurer la formation des enseignants et des relais communautaires. Des annonces sont attendues dans les tout prochains jours de la part d'autres partenaires. Espoir pour 35 patients souffrant de maux liés à l'odontologie ou à des malformations bucco-dentaires. Ils sont en téléconsultation avec un chirurgien maxillofacial du centre hospitalier universitaire de Caen en France. La campagne de 2 jours va dans le cadre de la semaine du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour le mois de la solidarité. Moïse Traoré, compte rendu. 35 patients sont en téléconsultation avec le centre hospitalier universitaire de Caen en France. Ils souffrent pour la plupart de maux liés à l'odontologie et à des malformations bucco-dentaires. L'équipe du CHU de Caen est en train de préparer une mission d'opération gratuite au Burkina. Donc sur ces malades, ils vont choisir ceux qu'ils pourront opérer gratuitement dans un mois au Burkina. L'un des secteurs où il y a le plus à gagner avec l'apport du numérique, c'est la santé. Imaginez que nos compatriotes qui sont dans des coins reculés, qui n'ont pas accès aux soins de santé, puissent, grâce à l'Internet, se faire diagnostiquer par des médecins qui sont éloignés. Le numérique est au cœur de la stratégie de l'État et le secteur de la santé est l'un des secteurs qui va le plus en profiter. De Covalia, du site d'hébergement aussi de notre téléconsultation. La série de consultations de 2 jours s'inscrit dans le cadre de la semaine du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion est en cours. Et le virus Ebola retient toute notre attention. On utilise le numérique, les réseaux sociaux. Nous avons créé un site, nous avons créé un compte Facebook, un compte Twitter qui s'appelle Stop Ebola Mali, qui ont vocation à expliquer quels sont les actes de prévention qu'il faut avoir. Vous voyez, derrière nous, il y a ici des lieux pour se laver les mains avec du savon, c'est très important, des désinfectants. Donc il s'agit de vulgariser les gestes qui vont compter demain pour éviter que la maladie se propage. Les premières téléconsultations sont effectuées par les chirurgiens maxillofaciaux, professeur Hervé Benato du CHU de Caen en France et docteur Amadi Traoré du Centre national de dentostomatologie CENOS à Bamako. Les femmes s'engagent dans l'amélioration du processus éducatif dans notre pays. Les militantes de la CAFO, à travers la cellule Coalition Éducation, Paix et Culture, ont organisé jeudi dernier une rencontre d'échange sur l'implication des femmes dans le suivi scolaire. Elles ont passé en revue certaines mauvaises pratiques dans l'espace scolaire. Le compte rendu de Agali Agagissa. Dans son combat pour le changement et l'éveil des populations, la coordination des associations et ONG féminines du Mali, CAFO, attache un intérêt particulier à l'éducation, base de tout développement. C'est dans ce contexte qu'elle célèbre la journée internationale de l'alphabétisation, une occasion opportune pour jeter un regard sur le comportement des enfants dans nos écoles. Je pense que les parents doivent suivre les enfants et à la maison et à l'école. Donc on incite les femmes à aller vers l'école, parce que l'école c'est les enfants, mais il y a une administration scolaire, il y a aussi des politiques scolaires, il y a des lois au niveau de l'école. Si les parents les comprennent mieux, surtout les femmes, elles pourront vraiment l'exercer à la maison. Quant à la ministre de l'Éducation nationale, Mme Togola Jacqueline Marinana, elle a mis l'accent sur la promotion de l'alphabétisation. Un des moyens les plus efficaces aujourd'hui pour adapter nos populations aux différentes contraintes et exigences de l'heure est une meilleure préparation psychologique et civique des populations. Cette préparation devrait passer inévitablement par l'alphabétisation fonctionnelle.
Celle-ci permettra aux citoyens et surtout aux femmes de jouer le jeu démocratique, de faire entendre leur voix dans les différents espaces de décision, d'acquérir des connaissances et des compétences politiques, de s'approprier les devoirs du citoyen et les droits humains. La présidente de la coalition Éducation, Paix et Culture, Madame Touré Habissi, a rappelé les missions de sa coalition. Parmi ces missions figure l'accès à un plus grand nombre des filles à l'éducation, la promotion de la culture. Cette cérémonie s'est achevée par la remise des cadeaux à certaines auditrices qui se sont distinguées dans le domaine de l'alphabétisation. Ouverture à Bamako de la 4e conférence internationale de l'Association ouest-africaine de la recherche en sciences quaternaires, thème retenu environnement fluvio-lacustre, quaternaire et peuplement humain en Afrique de l'Ouest. Isaac Tchenou. La conférence internationale de l'Association ouest-africaine de la recherche en sciences quaternaires a pour objectif de promouvoir la collaboration et la synergie entre les spécialistes. Quatrième du genre, elle permettra aux participants de trouver une solution aux problèmes posés à nos populations. Cela à travers de nouvelles pratiques de développement. Des pratiques dans le domaine de la géographie, de la biologie, de l'écologie, de l'archéologie, de l'histoire et de l'anthropologie, entre autres. Voilà pourquoi a été choisi le thème « Les environnements fluvio-lacustres, quaternaire et peuplement humain en Afrique de l'Ouest ». Il est nécessaire d'interroger le passé de ces écosystèmes, venir au présent pour définir, disons, prospecter, disons, des alternatives en matière de gestion de ces écosystèmes-là pour assurer leur durabilité. Cette conférence est aussi une occasion pour les jeunes chercheurs de publier les résultats de leurs recherches. L'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, à travers la faculté d'histoire et géographie, en appliquant ses travaux, a placé la barre très haut. Il s'agira maintenant pour elle de s'y maintenir en multipliant de telles rencontres. Mon département soutiendra toutes les initiatives allant dans ce sens. Prennent part à cette conférence des chercheurs professeurs d'universités d'Afrique de l'Ouest, du Centre et de la Chine. Atelier sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. Atelier vise la sensibilisation des acteurs en vue d'une appropriation de l'accord qui sera signé très bientôt entre les deux parties. Daouda Sidiki Diarra. Partenariat économique, région Afrique de l'Ouest, Union européenne, un nouvel accord pointe à l'horizon. Suspendu depuis 2011, les négociations entre les deux parties ont repris sur instruction de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, tenue à Dakar en octobre 2013. C'est pour mieux informer et sensibiliser les acteurs nationaux et régionaux sur le sujet que se tient cet atelier. En exécution de la décision des chefs d'État de reprendre les négociations sur la base des orientations de M. le Président de la République du Sénégal, une session de négociation au niveau des négociateurs en chef tenue à Bruxelles le 6 février 2014 a permis d'aboutir à un consensus portant sur un taux d'ouverture de 75% du commerce entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne, ouverture qui s'opérera de façon progressive sur 20 ans. Au terme des dispositions pertinentes de l'accord obtenu entre les deux parties, l'Union européenne s'engage à soutenir le programme de l'APE pour le développement dénommé PAPED dans le cadre des règles et procédures appropriées prévues par l'accord de Cotonou. Cette offre d'accès au marché ouest-africain est basée sur les tarifs extérieurs communs de la CEDEAO. Pendant près de 10 ans, les pays ouest-africains ont travaillé à l'avènement d'un APE qui puisse consolider le processus d'intégration. C'est là pour structurer et moderniser l'économie régionale en vue de promouvoir les exportations des produits manufacturés. La République de Turquie a fêté le 91e anniversaire de son indépendance. Sa représentation diplomatique dans notre pays a réuni les amis et collaborateurs du pays au Radisson Blu pour l'occasion. Quelques membres du gouvernement étaient également de la fête. Mariam Sagraï était. Sur les cendres de l'Empire ottoman, après la guerre d'indépendance, la République de Turquie est née il y a de cela 91 ans. Sur la direction de Mustafa Kemal Atatürk, la Turquie a commencé son ascension et progresse de jour en jour, a déclaré son ambassadeur Kimet Kenan Sekeroğlu. La République de Turquie aujourd'hui est un État fondé sur la souveraineté nationale qui tire son pouvoir du peuple, un État de droit démocratique
laïque et social, respectueux des droits de l'homme dans un esprit de paix sociale, de solidarité nationale et de justice. Nous avons une économie forte et une politique étrangère multidimensionnelle et active. La Turquie, qui a le 16e plus grande économie dans le monde et la 6e dans l'Europe, continue de croître et nous visons à devenir l'une des 10 plus grandes économies d'ici à 2023. L'ambassadeur s'engage au cours de cette soirée d'anniversaire à renforcer l'amitié turco-malienne dans une collaboration exceptionnelle à tous les niveaux. Nous croyons que les visites de haut niveau entre les deux pays devraient être accélérées et diversifiées afin de développer nos relations. En ce qui concerne nos relations politiques, nous allons maintenir notre soutien vers le Mali sur toutes les plateformes internationales. En plus du domaine politique, le développement de nos relations commerciales, économiques, culturelles, scientifiques, éducatives et sociales sont d'autres priorités. Bien que retardé de façon inattendue, le début des vols directs de Turkish Airlines à Bamako constituera dans le court terme une étape importante dans nos relations bilatérales. Plusieurs Maliens et représentants internationaux ont répondu à l'appel de l'ambassadeur turc et son épouse Hülya pour fêter et manifester la reconnaissance et l'enthousiasme du peuple turc pour le sacrifice ultime de 1923. Le syndicat autonome de la magistrature, ce communiqué donc du syndicat autonome de la magistrature à l'occasion de la rentrée solennelle des cours des tribunaux pour l'année 2014-2015 et du colloque international organisé en marge de la dite rentrée. Le syndicat informe l'ensemble de la famille judiciaire de l'arrivée de la présidente d'honneur de l'Union internationale des magistrats. Réitérant sa gratitude au président de la Cour suprême, le comité directeur invite l'ensemble des magistrats a participé massivement à la cérémonie d'ouverture placée sous la présidence du président de la République et du président du Conseil supérieur de la magistrature. Le Canada et le Danemark viennent de remettre au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme des véhicules, des mobiliers de bureau et du matériel informatique, coût du don environ 126 millions de nos francs. Agibou Koulibaly. Une dizaine de pick-up de marque Toyota, des ordinateurs et des mobiliers de bureau, c'est le geste de soutien que le Canada et le Danemark ont fait pour appuyer la justice malienne. Les deux pays confirment ainsi leur engagement et leur détermination à œuvrer pour l'accès des justiciables à la justice. Pour nous, dans un pays démocratique, le socle de la démocratie, c'est la justice. Et le Canada est particulièrement investi dans ce domaine-là. Alors c'est pour ça que ça nous a fait plaisir aujourd'hui de remettre tout cet équipement au ministre avec qui, je peux le dire, on travaille en étroite collaboration. Le ministre Bathily a salué le Canada et le Danemark pour leur implication dans la promotion et le développement de la justice. Cette remise, elle est faite pour aider considérablement la justice dans la distribution de ses prestations. Parce que les voitures vont permettre à des juges de se rendre sur le terrain, donc de permettre un accès plus facile des justiciables à la justice. Les équipements vont servir à fournir des prestations dans des conditions qui peuvent améliorer le rendu de ces prestations. A rappelé que ces véhicules et équipements ont été acquis sur les résultats du fonds du plan opérationnel du programme décennal de développement de la justice, POPRODEJ, dont le Canada et le Danemark sont de grands contributeurs. Ils seront destinés aux juridictions de Caille, Kita, Mopti et du district de Bamako. Les jeunes de la plateforme Antesson montent au créneau pour dire non à toute idée de partition, encore moins de fédéralisme au Mali. C'est une des rares occasions où l'ensemble des jeunes maliens se retrouvent autour de l'essentiel, le Mali. Deux jeunes leaders, l'un de la majorité et l'autre de l'opposition, ont été interrogés par Boubacar Sissoko. Nous les écoutons. La plateforme Antesson réunit les jeunes de l'ensemble du pays, toute obédience confondue,
des jeunes de la société civile, des différentes confessions religieuses, les jeunes aussi des différents états-majors politiques, de la majorité présidentielle comme de l'opposition. Ce regroupement a comme but essentiel de parler d'une seule voix pour montrer à l'opinion nationale et internationale que tous les Maliens sont unis de façon unanime derrière l'intégrité territoriale de ce pays, derrière l'unité nationale, derrière la laïcité de la République, derrière la paix, derrière la réconciliation nationale. Et que tout ce qui sort de ce cadre, qui revendique autre chose que cela, n'est pas malien. Voilà pourquoi les jeunes de Caille à Kidal, les jeunes de Bamako, de la diaspora, les jeunes de tous les partis politiques, de toutes les confessions religieuses et toute la société civile se sont réunis pour dire d'une seule voix non à la partition du Mali, non à la division, non à la séparation, non au fédéralisme, non à l'autonomie, non à tout ce qui ressemble à quelque chose qui pourrait vraiment diviser les Maliens, opposer les Maliens à d'autres Maliens. À travers cette déclaration, nous voulons tout simplement dire que toute initiative qui concourt au retour de la paix, de la réconciliation, de la cohésion nationale, nous serons prêts à appuyer, sinon à accompagner cette initiative. Puisqu'il ne peut pas y avoir de développement sans paix, il ne peut pas y avoir de développement sans réconciliation. Mais nous disons également que cette réconciliation ne peut se faire que dans un Mali un et indivisible, que dans un Mali laïque, que dans un Mali où chaque Malien se sentira citoyen à part entière. Et voilà pourquoi, conscients aujourd'hui de nos responsabilités, nous avons estimé que demain c'est pour nous et qu'il est important qu'on ne soit pas que des spectateurs, qu'il est important également qu'on mette le Mali au-dessus de toute autre considération. L'intérêt du Mali recommande qu'on soit ensemble. L'intérêt du Mali recommande aujourd'hui qu'on se donne la main. Si les autres sont venus nous aider, il faudrait que nous aussi nous agissions comme un seul homme. Et cet autre mouvement de jeunes, celui pour la défense de la République, qui monte également au chrono. Selon son porte-parole, le mouvement, cette sortie du mouvement est consécutive à la publication de rapports sur l'achat de l'avion présidentiel et de matériel pour les militaires. Nous écoutons à ce propos Mohamed Bachili, et il est au micro de Al-Hussein Touré. Nous nous réjouissons que le président de la République, à travers son gouvernement, puisse traduire en acte ce qu'il avait promis au peuple malien de lutter contre la corruption, sous quelque forme qu'elle soit, à quelque niveau qu'elle puisse se trouver, et par la transmission du rapport de la Cour suprême au tribunal, à la justice malienne, et donc qui a été suivi par l'ouverture d'une enquête préliminaire sur la demande du procureur général. Donc nous nous réjouissons vraiment de cette transmission rapide par le gouvernement du dossier à la justice. Et donc ce qui quasiment déplace la responsabilité du gouvernement au niveau de la justice en vertu du principe de séparation des pouvoirs, donc qui engage la justice aujourd'hui sur un chantier d'équité, sur un chantier de transparence. Donc la conférence d'aujourd'hui sur le deuxième point visait aussi à lancer un appel à toutes les associations qui sont de caractère public et qui se sont déclarés de prévenir et de lutter contre la corruption, que légalement ils sont recevables dans leur action pour se constituer partie civile dans ce dossier. Pourquoi se constituer partie civile dans ce dossier? Pour pouvoir juste avoir accès aux éléments d'instruction et contrôler le cours de l'instruction afin que le juge d'instruction qui va être chargé de ce dossier ne puisse sous quelques influences instruire à décharge ou à charge exclusivement. Les responsables du parti Fasoko étaient à Barouli. Ils ont échangé avec les populations des questions liées essentiellement à la réconciliation nationale et au retour définitif de la paix. Youssouf Diakité, compte rendu. Cette journée du parti Fasoko à Barouli s'est tenue dans le respect strict des valeurs du Mali. La visite aux notabilités, accueil des populations, rencontre avec les délégués et militants sous l'arbre à palabres ont été certains des temps forts. Nous sommes là dans le cadre d'une tournée pour le compte de notre parti PRFM Fasoko. Nous sommes venus rencontrer les militants de la localité en vue de renforcer notre ancrage dans cette localité. La direction de Fasoko a salué l'organisation de cette première journée de Barouli tout en invitant les militants à plus de solidarité, d'engagement pour les futures échéances. Le mot de c'est l'unité dans la devise du parti.
Dambé, Danaya, Ladria. Il faut qu'ils soient unis au sein de ce parti-là. Il faut que ceux qui viennent d'arriver avec Badama et ceux qui sont là depuis le départ avec nous soient dans la même enceinte. Fassoko est un et indivisible. En ma qualité d'élu national, j'ai profité pour rendre un peu compte à la localité, aux populations de la localité, sur l'état de la nation, à savoir les difficultés économiques auxquelles le pays est confronté actuellement, et avec la mobilisation de la société civile qui a permis de soutenir notre gouvernement. À Barweli, outre le retour du député Badama Kane dans le rang du PRVM Fassoko, le parti du Chameau Blanc a passé en revue les grandes préoccupations actuelles de la nation, entre autres les négociations intermaliennes d'Alger, la situation sécuritaire et économique et enfin la santé avec le virus Ebola. Pour boucler ce chapitre politique, vous pourrez suivre après ce journal les messages de campagne des candidats de UDD, de la CODEM et du RPDM pour le premier tour de l'élection législative partielle de Yorosso. Lancement d'un projet de lutte contre l'exploitation des enfants par la mendicité et par le travail forcé dans les mines d'or artisanales. Le projet initié par la Société internationale pour les droits de l'homme reçoit l'appui financier des Américains. Le compte rendu de Adama Koulibaly. Partout dans les agglomérations et sur toutes les artères, ce sont des enfants, des adultes, soit avec des petits sacs à l'épaule ou avec des boîtes au beau milieu des chaussées ou entre des personnes dans les lieux à grand monde. Ils sont en majorité des adolescents. Loin des grandes villes, certains sont exploités dans les travaux durs comme l'extraction d'or dans les placers artisanaux. Ce sont des spectacles désolants que vous et moi tous les matins nous observons lamentablement. Des enfants mal nourris, mal vêtus, maltraités au bord des routes, accompagnés d'adultes bien portants ou qui simulent des malformations juste pour pouvoir exposer ces enfants et exploiter cette situation. Selon le président de la SDH, sur plus de 20 000 mendiants repérés à Bamako en 2007 par une ONG de la place, plus de 5 000 étaient des adolescents de moins de 15 ans. Et en 2011, 20 000 enfants étaient comptés dans les mines. Les droits de l'enfant existent, mais ils ont choisi dans des angles d'approche, la mendicité des enfants, le travail des enfants dans les mines artisanales. C'est une bonne approche, à la fois pour voir le niveau de prise en charge possible par la loi et les actions de lutte un peu qui pourraient être faites en dehors des services institutionnels de la loi. La Société internationale des droits de l'homme demande le soutien de tous pour faire aboutir les activités de sensibilisation de son projet. À Sikasso, remise de tricycles, visite aux personnes âgées, c'est par ces gestes que la semaine des personnes handicapées a été lancée le 23 octobre dernier à Sikasso. C'est dans le cadre du mois de la solidarité. Le compte rendu de Bambi Idrissa Touré. En procédant au lancement des activités de la semaine dédiée aux handicapés, les autorités du cercle de Koutiala veulent lancer une invite et un signal fort à l'ensemble des populations afin d'obtenir une adhésion à l'initiative du gouvernement de la République du Mali, celle de consacrer un mois à la solidarité avec 4 semaines thématiques. Un mois qui est consacré à la réflexion en faveur des personnes les plus vulnérables. Donc c'est le moment de communion pour aider et contribuer à aider les personnes en situation difficile à sortir de leurs difficultés. Occasion pour la marraine de cette semaine de réaffirmer tout son soutien à l'ensemble des couches démunies et vulnérables afin de lutter contre les exclusions et toute forme de marginalisation. Les démunis sont les plus vulnérables et méritent une attention particulière. Il faut signaler que les actions que nous entreprenons en faveur des démunis s'inscrivent dans le programme global des efforts déployés par les plus hautes autorités du pays à atteindre les résultats probants dans le cadre de la solidarité. J'exhorte mes braves frères et sœurs handicapés à redoubler d'ardeur et de courage tout en leur souhaitant
plus d'abnégation et de persévérance afin qu'ils soient plus compétitifs. La journée a été marquée par des remises de dons composées de vivres, de fournitures scolaires, de motos et de fauteuils roulants aux couches vulnérables. Et une visite aux personnes les plus âgées de Koutiala, à savoir Makambokoum, 102 ans, et Fatoumata Koulibaly, 92 ans. Ils ont tous reçu des cadeaux et une enveloppe symbolique. Le classement de coton fibre et le contrôle qualité en filage du coton au centre d'un séminaire international. Les travaux se tiennent à Ségou et sont organisés par l'UEMOA. Ils devraient améliorer la qualité du coton produit et la commercialisation des produits cotonniers dans la sous-région. Fousséni Samaki. Venus des différents pays de la zone UEMOA, ces acteurs de la filière coton devront maîtriser les outils d'analyse du coton fibre et des fils afin d'améliorer la compétitivité des entreprises de la filière coton de leurs pays respectifs. Cette formation est une opportunité à saisir pour qu'ensemble, face aux difficultés que traverse la filière coton textile de nos pays, nous mutualisons nos efforts et nos intelligences. Ces retrouvailles sont donc pour moi une nouvelle occasion de ressusciter l'espoir d'un jeu coopératif. Autour de la valorisation de notre coton, nos interactions stratégiques doivent être convergentes. Aujourd'hui, sachant que le coton de la sous-région souffre de beaucoup d'aléas de par la caractérisation de ses qualités, ensuite aussi la transformation textile aussi n'a pas de beaux jours devant elle, c'est donc la possibilité aux entreprises d'aller sur les marchés de la compétitivité à travers le contrôle qualité. Sans qualité, il n'y a pas de compétitivité. Les spécialistes du coton apprécient cet espace d'échange sur la technologie de contrôle du coton fibre et des produits textiles. Dans la valorisation de la production fibre, la qualité occupe une place primordiale. Et par rapport à l'appréciation de cette qualité aujourd'hui, le classement automatique, le classement instrumental prend de plus en plus de l'ampleur. Les filateurs ont besoin de plus d'informations, de plus d'appréciation, de précision sur la qualité. Et apporter ces précisions aujourd'hui, ça ne passe pas par le classement automatique. La rencontre de Selfitex s'inscrit dans la vision stratégique de l'UEMOA relative à la transformation de 25% du coton produit et l'amélioration de la valeur commerciale du coton dans la sous-région. Et je vous l'annonçais, donc, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce jeudi. C'était sous la présidence du président de la République. Avec moi dans ce studio, Ibrahima Djembélé. Bonsoir Ibrahima. Tout à fait, bonsoir Aïssata Ibrahim. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Et le développement, tout de suite, mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures réglementaires. Et sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 2 au contrat numéro 0346 DSP 2010 relatif aux prestations d'un opérateur économique ensablier national pour conduire une mission d'alphabétisation fonctionnelle en zone cotonnière, projet d'amélioration de la gouvernance de la filière coton phase 2. En vue de faire face aux conséquences du retrait de la compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT et de l'Office de la Haute-Vallée du Niger au HVN de l'alphabétisation fonctionnelle et sur la gestion des actions de développement initiées par les communautés et les collectivités, le gouvernement a conclu avec le Bureau d'études et de formation BEFOR le contrat numéro 0346 DSP 2010 pour un montant de 922 174 000 francs CFA hors taxes et un délai d'exécution de 24 mois. Au cours de l'exécution de ce contrat, des événements ayant conduit au changement de gérant du bureau d'études ont retardé la réalisation des activités de la phase axée sur la post-alphabétisation. De même, les dates prévues pour la mise à disposition des fonds ont été modifiées. Le présent avenant, qui est le deuxième au contrat numéro 0346 DGMP DSP 2010, est proposé pour proroger la période de réalisation des activités d'une part et permettre l'imputation du financement pour tenir compte de la maîtrise d'ouvrage déléguée de la composante alphabétisation fonctionnelle à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM, d'autre part. L'avenant est sans incidence financière sur le montant du contrat initial.
Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, inspecteur des armées et services, colonel Amadou Moussa Diallo, colonel-major Amadou Makan Sidibé, colonel-major Abdoulaye Samaké, colonel Soumaïla Prosper Traoré, colonel Mahaman Abidine Maïga, colonel Yayou Djamoutene. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, directeur national de l'État civil, M. Ousmane Bagayoko, administrateur civil. Au titre du ministère des Domaines de l'État, des Affaires foncières et du patrimoine, inspecteur M. Diafara Doukouré, inspecteur des impôts. Au chapitre de communication, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au rapport périodique consolidé du Mali sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 2002-2011. La Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979 a été ratifiée par notre pays en 1985. Elle fait obligation aux pays États parties de présenter au secrétaire général des Nations Unies un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la dite Convention et sur les progrès réalisés à cet égard. Le présent rapport s'inscrit dans ce cadre. Il couvre la période allant de 2002 à 2011. Il a été élaboré avec la participation de toutes les parties prenantes. Il permet de constater que des progrès ont été enregistrés, notamment en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des femmes à travers, entre autres, la satisfaction de leurs intérêts pratiques, la facilitation de l'accès des femmes rurales à la terre, aux équipements, aux intrants et aux facteurs de production agricole, la création et l'animation de nombreux groupements féminins à vocation sociale et économique, la mise en place des unités de transformation des produits agro-pastoraux, l'opérationnalisation des maisons de la femme et de l'enfant et des centres d'autopromotion des femmes. Cependant, en dépit des avancées notables dans certains domaines, la participation de la femme à la vie publique, notamment l'accès aux postes de décision dans les organes politiques et dans l'administration générale, reste en deçà des attentes. Pour prendre en charge ces contraintes, la politique nationale genre prévoit des actions visant à la promotion et à l'effectivité des droits de la femme. 2. Une communication relative au rapport périodique du Mali sur la déclaration solennelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes 2007-2012. La déclaration solennelle sur l'égalité entre les hommes et les femmes en Afrique a été adoptée en juillet 2004 à Addis Abeba par la 3e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine. Elle engage les États membres à faire un rapport annuel sur le progrès réalisé dans l'intégration du genre, appuyé et défendre toutes les questions soulevées dans la déclaration au niveau national et régional et à échanger régulièrement les informations sur les progrès réalisés au cours des sessions ordinaires de la conférence. Le présent rapport a été élaboré en vue d'honorer cet engagement communautaire. Il rend compte des avancées réalisées par le Mali dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes pour la période indiquée. Il fait aussi le point des avancées réalisées par notre pays dans les différents domaines touchant aux droits des femmes en fournissant des informations se rapportant, entre autres, à la lutte contre le VIH-Sida et les autres maladies infectieuses, la violence à l'égard des femmes, la parité entre les hommes et les femmes, l'éducation. Et sur ces différents points, notre pays a enregistré des résultats appréciables dont l'élan doit être maintenu pour consolider les acquis et poursuivre la mise en œuvre des mesures appropriées en faveur des femmes. Au titre du ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la stratégie nationale de transition de la radiodiffusion analogique vers le numérique au Mali. Le Mali s'est engagé en novembre 2006 à travers l'approbation de l'accord de Genève à réaliser à l'échéance fixée la migration des services de radiodiffusion télévisuelle analogique vers le numérique. La stratégie élaborée dans le cadre de ce processus de transition, objet de la présente communication, est bâtie sur 3 axes.
Le premier axe relatif au déploiement de la télévision numérique terrestre TNT s'appuie sur la numérisation du réseau de diffusion analogique existant, prenant en compte la couverture satellite. Il prévoit l'installation de plateformes numériques ayant une zone de couverture terrestre d'environ 80 km pour les capitales régionales et 70 km pour les chefs-lieux de cercle. Les zones non couvertes par ces plateformes et celles ayant un relief accidenté seront prises en charge par la diffusion sur satellite couvrant l'ensemble du territoire national ainsi que les pays voisins. Pour l'accès au programme dans les ménages, le coût actuel des équipements de réception sera maintenu pour les deux modes satellite et terrestre. Dans le cadre de ce texte, dans le cadre de cet axe, il est prévu la mise à niveau du personnel existant tout en intégrant le redéploiement et le recrutement de ressources humaines pour les besoins nouveaux. Le deuxième axe consiste à faire une large communication sur l'ensemble des activités du processus de transition à l'endroit des consommateurs, des autorités politiques et professionnelles. Le troisième axe porte sur la restructuration de l'Office de radio-télévision du Mali, ORTM, en vue de lui permettre de s'adapter au nouveau contexte concurrentiel. La mise en œuvre de la présence stratégique nationale dont l'incidence financière s'élève à 44 milliards 178 millions 500 000 francs CFA va permettre à notre pays d'assurer sa transition numérique d'ici la date limite du 17 juin 2015, date retenue pour les États membres de l'espace UEMOA. Alors, tu seras à l'heure du numérique. Inch'Allah, Ibrahim Djombele, nous y serons tous d'ailleurs. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, 10h-13h, à Maramali Diallo. Merci et bonsoir.